Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue sur notre espace. Nous nous questionnons, puisque finalement, le questionnement fait partie de la nature humaine, ou plutôt de la culture humaine. Ce matin, nous allons nous interroger avec le professeur Mouchili sur la question de l'intelligence et son rapport avec la nature. La question est formulée ainsi, l'intelligence est-elle naturelle? Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci de m'avoir invité à cette émission. Je vous en prie, professeur Mouchili. Merci d'accepter cette discussion que nous avons pour nos téléspectateurs, pour notre société, pour la construction de cette Afrique que nous souhaitons tous. Commençons par définir le terme intelligence. Qu'est-ce qu'il vous suggère? D'abord, l'intelligence est la dimension humaine qui permet de différencier l'homme de l'animal. C'est-à-dire, c'est une capacité qui consiste en la possibilité pour l'être humain de s'auto-déterminer, de se prendre en charge et de ne pas tout simplement s'adapter aux conditions naturelles, mais d'être aussi capable d'adapter la nature à ses exigences. C'est ça. Bon, là, je prends la définition de l'intelligence en fonction de ses manifestations. Oui. Oui. Mais on peut aussi penser que l'intelligence est l'effectuation en acte d'une valeur humaine dont les prédispositions sont naturelles. C'est-à-dire que le système nerveux humain est constitué d'un ensemble de cellules qu'on appelle les cellules nerveuses ou les neurones, dont l'activité indirecte ou directe permet à l'homme d'être disposé ou prédisposé à avoir cette capacité de se propulser vers une activité rationnelle qui prouve que l'homme peut se détacher des conditions naturelles auxquelles il est au préalable prédisposé. Est-ce qu'on peut considérer que l'intelligence est une puissance? L'intelligence est la puissance humaine. C'est-à-dire, vous savez, quand vous lisez Rousseau, il dit « L'homme arrive au monde moins animal que l'animal parce qu'il a moins d'instinct. Donc l'homme est moins capable de résister aux intempéries que l'animal. Mais il dit l'homme est plus animal que l'animal parce que capable d'intelligence, il peut inverser cette tendance à ne vivre que dans une nature originellement hostile. Ça signifie que l'homme est fragile peut-être à sa naissance parce qu'il est dépourvu de tout moyen de défense par rapport à cette nature qui est dominée par des intempéries et à cette nature dans laquelle les formes de vie ne sont que concurrentielles. L'homme peut-il résister à un lionceau? C'est-à-dire, le bébé humain peut-il résister à un lionceau qui voudrait le dévorer? Voilà. Oui. Voilà. C'est à ce niveau qu'on va constater que l'homme ne peut devenir l'être puissant de la nature qu'à partir du moment où il sait qu'il est capable de se prendre en charge et de se déterminer en se déconnectant de cette nature originellement hostile. Mais est-ce qu'on ne voit pas l'intelligence à travers sa manifestation, c'est-à-dire par l'acte qui est posé? Oui. Et vous voyez, les animaux vivent dans la jungle. Oui. Ça veut dire que l'organisation du milieu de vie animal n'est structurée par aucune rationalité. Oui. L'homme vit dans la société. C'est-à-dire, il est capable d'accepter la différence de l'autre. Et il conçoit la diversité comme un moyen d'enrichissement de l'humanité. C'est-à-dire, c'est dans la différence et la diversité qu'on se rend compte que l'histoire peut connaître une dynamique. Okay. Donc, l'exploitation de la différence en faveur d'une humanité plus unie prouve assez clairement que
l'homme ne fait pas usage de son cerveau de la même manière que l'animal. De l'animal. Oui, oui. Bon, maintenant, quand nous regardons des sociétés de part et d'autre, on peut avoir sur le plan macro, sur le plan global, Oui. qu'il y a des sociétés plus intelligentes et des sociétés moins intelligentes. Si l'on s'en tient au fait que l'intelligence est une puissance, est-ce qu'on peut penser qu'il y ait des prédispositions biologiques qui disposent à l'intelligence plus ou moins chez les uns que chez les autres? Non, les prédispositions à l'intelligence sont les mêmes pour tous. Mais qu'est-ce qu'une intelligence qui ne se construit pas dans un système d'éducation et de formation favorisant un meilleur usage de notre capacité à être curieux, favorisant une capacité d'adaptation à la culture de travail. Voyez-vous? Bon, les peuples, tous les peuples du monde ont commencé par une vie primitive. Oui. Mais il y en a qui mettent plus longtemps à ce stade que les autres. Et ça peut être dû à quoi? Non, ce n'est pas dû au déficit d'intelligence. La paresse peut aussi caractériser l'être humain. Et le milieu qui est un milieu d'abondance peut aussi ne pas contraire. Parce que l'intelligence qui se manifeste tous les jours prouve également que l'homme est un être qui ne vit que sous pression. C'est-à-dire la pression de se déterminer en se déconnectant de la nature parce que la nature ne lui offre pas de faveur. Bon, il y en a qui pensent pouvoir s'adapter à cette nature sans vouloir nécessairement sortir de celle-ci parce que peut-être là où on se trouve, on mène une vie d'abondance. Mais celui qui vit dans un contexte plus difficilement supportable est obligé d'avoir une intelligence alerte qui anticipe sur des possibles dangers. Voyez-vous, on ne peut pas penser que celui qui vit dans un climat qui varie, donc dans une atmosphère qui varie. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans ce qu'on a appelé le climat tempéré. Pour moi, à tort. Parce que c'est le climat des extrêmes ne peut pas être un climat tempéré. Quand on ne vit pas la canicule, on vit un refroidissement parfois en dessous de 0 degré. Oui. Voyez-vous, bon, je ne sais pas si c'est tempéré, si cela peut signifier tempéré. Bon, mais ce que je dis, c'est que l'homme qui vit dans ce milieu est obligé de mettre son intelligence en activité pour pouvoir supporter ces contrastes climatiques. C'est-à-dire que l'intelligence, si elle nous est acquise dès les départs au même pied d'égalité. Oui, c'est-à-dire les prédispositions naturelles oui. Qui nous disposent à être capables d'intelligence, oui. Ce sont les mêmes pour tous. Pour tout le monde. Se manifeste maintenant sous la pression. Une pression qui peut être interne, qui peut être personnelle, endogène, mais qui peut être collective aussi par le mouvement social. Parlons des deux cas. Commençons par la pression interne. La pression interne, c'est à quoi nous renvoie notre curiosité. Si vous lisez un livre, L'homme, c'est inconnu d'Alexis Carrel, ça a été écrit en 1932. Il dit la première perception de l'intelligence en l'homme, c'est cette curiosité et la volonté d'exploiter cette curiosité à des fins au-delà de sa propre individualité. Voilà. Donc, il y a cette propension à la curiosité qui est déjà la première manifestation d'une intelligence qui veut sortir d'elle-même pour connaître autre chose. C'est-à-dire, l'individu veut sortir de lui-même pour aller à la rencontre d'autre chose. Oui. Ça, cela s'applique parce que l'homme est capable de curiosité. Oui. Voyez-vous? Oui. Bon, maintenant, cette curiosité va susciter la curiosité des autres. Et finalement, quand on a une passion pour la connaissance, c'est une passion qui ne peut pas se vivre seulement individuellement. Parce que votre passion va susciter la curiosité des autres. Et
il y aura comme une sorte d'effet de domino, Oui. même si l'accès à l'intelligence aujourd'hui, à la culture intellectuelle, exige de nous des efforts pour lesquels on n'est pas toujours partant, Apte, oui. ou bien apte. Oui. Parce que parmi nous, les hommes, il y a des personnes qui ne peuvent pas vraiment faire preuve d'une intelligence consistante. Oui. Un homme victime de la trisomie 21, par exemple, Oui. voilà, vous n'allez pas vous attendre à ce qu'il soit très intelligent. Oui. Oui, parce qu'il a un problème Oui. au niveau de sa constitution génétique, Oui. et qui fait qu'au niveau de la 21e paire de chromosomes, il y a un déficit génétique qui fait que cet enfant ne peut pas être intelligent. Ça, c'est bien une exception. Oui, c'est des exceptions. Oui, c'est des exceptions. Oui. Oui, oui. Mais il faut dire que ça existe. Et on a bien des enfants trisomiques. C'est vrai qu'on appelle ça dans notre jargon populaire les Mongols. Oui. Oui, c'est ça, c'est ce que j'entends par trisomie 21. Et il y a aussi des possibilités de lésions cérébrales qui peuvent entraîner un déficit ou bien une déficience Oui. dans l'usage, dans la capacité de faire usage d'une intelligence. Oui, oui. Prof, notre démarche consiste justement à provoquer, si on veut, une dynamique sociale intelligente qui touche les uns et les autres pour qu'ensemble nous puissions construire une Afrique qui est différente. Oui, oui. Donc, revenons un peu sous la pression collective. Oui. Elle peut être mue par quoi? Elle peut être mue par c'est-à-dire le sous-développement est un niveau de vie qui ne se supporte par personne, qui ne peut être supporté par personne. Oui. Et par conséquent, même si la dynamique sociale n'est pas de nature à transformer directement la société, Oui. mais on a au moins une pensée qui sera commune à tous. C'est-à-dire, la nécessité pour nous de sortir du sous-développement caractérise le comportement de chaque individu. Oui. Quand même il y en a parmi nous qui peuvent paresser, Oui. ou alors qui peuvent ne pas avoir conçu un système éducatif permettant de propulser l'homme vers le refus du sous-développement, mais dans un système de travail qui permettra, si il est mis en œuvre et accepté par l'État, qui est le principal moteur dans le processus de développement, si on peut penser que le développement consiste en un travail conduisant à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs dans l'espace et dans le temps, alors on va penser aussi à un système éducatif permettant de veiller en la jeunesse, par exemple, des possibilités de travail, une culture ou une habitude de travail qui amène cette jeunesse à vouloir conquérir la nature afin de la transformer pour que désormais on puisse vivre une sorte de confort ou d'épanouissement. Prof, pour détendre un peu peut-être l'atmosphère, est-ce qu'on peut stimuler l'intelligence par la contrainte? On ne stimule l'intelligence que par la contrainte. Personne n'est content de travailler, même quand le travail est ce qui fait de nous des hommes d'honneur. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire, l'homme dans notre société contemporaine n'a de place dans la société qu'en fonction du travail qu'il fournit. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais le travail, parce que le cerveau humain est par nature paresseux. Oui. Ça va vous surprendre, mais on bouscule le cerveau pour le mettre en activité permanente. Oui. Voyez-vous? Sinon, le cerveau qui naît, vous allez constater que quand le cerveau n'est pas en activité, il y a beaucoup plus de pleurs d'un enfant qui réclame à manger. Oui. Mais quand son cerveau commence à être en activité, il recherche la concentration pour pouvoir sortir de cette coquille qu'il enferme dans l'ignorance au profit d'une sorte d'éclairage, d'une sorte de développement de l'intelligence qui lui permettra de se poser en s'imposant dans la société. Sauf que malheureusement, il y a des gens qui se contentent de peu.
Et que dans un contexte comme le nôtre, où l'intelligence semble nous stimuler vers l'acquisition, on peut bien s'interroger. Non, il y a plusieurs étages dans l'activité intelligente. Les hommes ont commencé à être sédentaires quand on a découvert l'agriculture. Oui. Voyez-vous? Oui. Bon, on reste sur place parce qu'en en allant plus loin, on pourrait ne plus disposer de la terre qu'on a et qui peut nous nourrir. Oui. Alors, il faut créer une civilisation avec des besoins de civilisation qui ne consiste plus tout simplement à chercher des moyens pour se maintenir en vie. Oui. Bon, ça dit, il n'est pas donné à l'homme de penser qu'il faut dépasser le stade de survie pour entrer dans une vie de civilisation. Maintenant, parlons un peu, si vous le voulez bien, de la dimension idéologique de l'intelligence. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, on a pensé, on a donné l'impression que l'intelligence était liée à la race. Et les notions de génie y puisent notamment leur source. Est-ce qu'on n'est pas parti d'une définition des termes en fonction d'une société de classe supérieure qui voulait donner l'impression à une classe, disons cela comme ça, inférieure, qu'elle était moins intelligente ou alors qu'elle n'était pas intelligente? Il faut déjà savoir que avant qu'on ne commence l'esclavage, la traite des Noirs, lorsque en 1454, le 8 janvier précisément, le pape Nicolas V autorise l'esclavage. Avec la fameuse bulle. Oui, la bulle du 8 janvier 1454. C'est parce que les débats qui ont lieu à l'intérieur de l'Église, consistant à chercher, à savoir si le noir est effectivement un être humain. Oui. Bon, on ne commence l'esclavage que parce que on parvient à une conclusion selon laquelle le noir serait moins humain que, par exemple, l'occidental, par exemple. Oui. Voilà. Et on peut donc le réduire en esclavage, sans aucun cas de conscience. Oui. Ça signifie que la traite négrière, pour le pape Nicolas V, n'est pas le commerce des êtres humains. Ce sont des êtres infra-humains. Oui. Bon, et toute l'idéologie qui tourne autour n'est que une allusion qui s'enferme dans l'illusion selon laquelle le noir n'aurait pas suffisamment une culture permettant de voir en lui un être intelligent. Voyez-vous? Oui. Bon, quand vous lisez les écrits d'Hegel, que dit Hegel? Hegel dit les peuples qui acceptent l'esclavage ne sont prédisposés naturellement qu'à vouloir être esclavagisés. Voyez-vous? Donc pour lui, la nature d'esclave est consubstantielle à la constitution même géologique de l'être noir. De l'être noir. Et là, là, on peut s'interroger. Est-ce que finalement, cette appréhension, disons, ce préjugé, n'a pas un impact sur le concerné? De sorte qu'à un moment donné, qu'il ait l'impression qu'il n'est pas intelligent. Ça dépend de la publicité qui a été faite autour. C'est-à-dire, une idéologie s'entretient, voyez-vous, et on promeut l'idéologie. Et quand on promeut l'idéologie, on s'est préparé à cela. Bon, maintenant, les peuples qui sont considérés comme les victimes de cette idéologie doivent se positionner. C'est-à-dire, acceptons-nous d'être maintenus en esclavage ou alors allons-nous refuser cela tout en créant un système de révolution permanente qui aboutira à l'acceptation selon laquelle la rencontre entre les peuples est une rencontre entre des personnes d'égal à égal. C'est-à-dire, c'est une rencontre d'égal à égal, la rencontre entre les peuples. Bon, maintenant, lorsque tel est esclave et tel ne l'est pas, il faut savoir que les relations humaines sont absolument, pas nécessairement conflictuelles, mais concurrentielles. C'est-à-dire, chacun, au nom de la personnalité qu'il a de lui-même, peut vouloir imposer à l'autre une vision du monde
qu'il va vouloir que l'autre assimile comme la seule possibilité de vie. Mais si, face à l'autre, face à autrui, tu ne rencontres pas du répondant par rapport à cette volonté d'avilissement de cet autre-là, il sera avili et ne comprendra la vie qu'en fonction de l'intelligence de l'autre. Et alors, du coup, je pose la question, prof. Est-ce que notre dynamique intelligente n'est pas fonction de préjugés? Oui, mais le préjugé est le premier obstacle épistémologique à l'exercice de l'intelligence. Ça veut dire que nos préjugés qui généralement émergent de nos traditions peuvent être des freins à l'épanouissement de l'intelligence. Mais il faut déjà savoir comment doit-on faire pour amener chacun à comprendre qu'aucune tradition ne peut contenir en elle toutes les solutions à tous les possibles problèmes auxquels on peut faire face. À partir de là, on est obligé de travailler autrement pour ne pas considérer nos traditions comme les seules façons de vivre. Donc on doit aller plus loin que ce qui est donné. Et on peut penser que la remise en question est la clé. Oui, la remise en question est la clé. Parce que si on ne sait pas que l'existence humaine consiste en une tension permanente entre l'être et le devoir-être, on ne comprendra jamais la nécessité de se faire une histoire. On parle de l'homme en termes d'historicité parce que sa vie est une dynamique qui se fait dans le temps et dans l'espace. Mais si on est sur place tout le temps au niveau du déploiement mental, je ne sais pas si l'histoire aura une chance. Prof, terminons par notre contexte africain. Où on va voir dans des pays des peuples qui sont considérés comme intelligents et les autres qui ne le sont pas. Et comme ça, la structuration politique et économique de ces pays-là va se constituer avec des espaces qu'on peut réserver à certains et pas à d'autres. Parlons-en pour que notre téléspectateur se rende compte. Parce que l'idée, c'est vraiment que nous sortions de nos enfermements pour être capable de partir de notre être vers un devoir être tel que vous veniez de le dire. Non, il s'agit là d'un devoir ardu parce que les religions importées ont suffisamment permis que soit ancrée en nous cette attitude de paresse. Vous n'avez qu'à écouter même certaines chansons où on dit chacun s'assoit, Dieu le pousse. On ne devrait pas prendre les exemples aussi empiriques. C'est utile. Mais c'est pour dire que il faut à ce niveau voir qu'est-ce que l'État fait pour que le système éducatif mis en place ait des tentacules qui tirent les peuples, même ceux qui vivent même dans les profondeurs intérieures de chaque pays. Est-ce que notre système éducatif est tel que on pourrait prendre en charge l'ensemble de la population? C'est ça le véritable problème. Le challenge. Est-ce que les pygmées doivent continuer à vivre en brousse comme des peuples qui vivraient dans, comment on appelle ça, dans des parcs? Un peu comme les aborigènes sous d'autres cieux. Bon, mais je pense pour ma part que les pygmées, pygmées c'est un nom péjoratif parce que c'est les occidentaux. Bon, disons que certains bakas qui vivent encore dans les profondeurs de la forêt et ne s'adaptent qu'à cette forêt, ils peuvent être aussi intelligents que nous. Mais est-ce qu'on les amène de façon coercitive ou alors diplomatique? En stimulant leur volonté. Est-ce qu'on stimule leur volonté à intégrer le système éducatif que nous connaissons? Est-ce qu'on a suffisamment voulu les prendre en charge? C'est ça la grande question. Mais ce n'est pas que ces peuples qu'on taxe de pygmées seraient inaptes à l'intelligence. Puisqu'il y en a, je peux vous dire que moi-même, j'ai un étudiant qui se réclame toujours, qui vient de là, et qui n'est pas moins intelligent que les autres. Il n'est pas moins intelligent. Au contraire, il fait montre d'une très grande intelligence. Prof, est-ce qu'on peut conclure en disant que la volonté est le premier moteur de l'intelligence? Oui, la volonté qui s'appuie sur cette capacité de satisfaire notre curiosité,
Là, c'est le premier moteur de l'intelligence. Mais comment faire pour développer cette volonté? Oui. Il y a des phénomènes d'entraînement à l'acquisition de cette volonté. Bon, mais c'est pour cette raison que l'être humain ne peut s'affirmer comme tel que dans la société parce qu'il n'y a pas d'humanité en dehors de la société. Et la société a des codes, ces codes vont nous conduire à l'acquisition des principes de citoyenneté qui feraient en sorte que nous participions tous ensemble à l'éclosion d'un pays meilleur. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas d'intelligence dans l'enfermement sur soi. Oui. Il y a d'intelligence que dans le développement d'une passion qui prend en charge l'ensemble d'une nation. Merci infiniment, professeur Mouchili. Chers téléspectateurs, c'est peut-être des semences sur une question que nous devons approfondir en lisant des livres, en lisant et en poussant la recherche chacun de nous à son niveau pour que nous puissions créer un contexte global où l'épanouissement des uns et des autres est possible. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. Merci, professeur Mouchili. C'est moi qui vous remercie.